L'enregistrement est parti. Donc, merci à tous pour votre présence ce matin à cette causerie. Donc, Lucie 26000. Le but ce matin, c'est vraiment de découvrir qui est l'agence Lucie avec un focus sur le label Lucie 26000. Et on a la chance ce matin d'avoir donc RS Oval qui est évaluateur pour le label, qui pourra donc nous présenter dans un deuxième temps toute la partie évaluation. Donc, on a Christine, Julien et Éloi qui sont là ce matin avec nous. Vous voyez donc en haut à gauche, vous avez un petit hashtag et puis un lien vers les pages du label si jamais vous souhaitez aller voir un peu ce qui s'y passe et on y publiera le replay. Pour information donc sur Zoom avant de commencer, vous avez deux onglets qui sont assez intéressants pour vous. Un onglet qui s'appelle Converser, sur lequel je vous invite à réagir à ce qui se dit si vous le souhaitez. Et puis surtout un onglet qui s'appelle Q&R, qui est l'onglet dans lequel vous pouvez poser vos questions. J'ai également Héloïse, donc ma collègue Héloïse qui est là ce matin avec moi, qui pourra y répondre soit directement à l'écrit, soit les prendre en note. Et puis on reviendra à la fin de ce webinaire sur les questions qui ont été posées pour y répondre de vive voix. Voilà. Donc webinaire qui durera une petite heure et demie a priori. Bonjour à tous. Donc ce matin, la présentation va s'articuler en 3 temps. Donc une première partie sur la présentation de l'agence Lucie, puis les solutions qui sont proposées à l'agence et enfin, comme je vous le disais, donc le témoignage de RS Oval. Alors, on commence tout de suite avec l'agence Lucie. Qui sommes-nous? Alors l'agence Lucie, aujourd'hui, on est une SAS, mais qui a la particularité d'être détenue donc à 50% par des associations et 50% par des entreprises. À savoir que dans les associations qui détiennent les parties du capital de Lucie, on a également des membres de la communauté, donc des gens qui sont impliqués dans les démarches avec nous. Et on anime aujourd'hui une communauté qui est la plus grande communauté d'entreprises en Europe engagée, avec aujourd'hui à peu près 650 organisations qui sont engagées dans la communauté sur les différentes démarches, sur lesquelles je vais revenir par la suite dans un deuxième temps. Et puis une petite équipe, comme vous pouvez le voir à droite, on est une dizaine dans l'équipe Lucie pour vous accompagner dans les différentes démarches et dans le progrès sur les thématiques RSE. Voilà. Hop. Donc, comme je vous le disais, 600 organisations engagées dans la communauté Lucie, un peu partout en France, avec, comme vous le voyez, plus de 400 organisations sur ces 600 qui sont engagées dans le label Lucie 26000, qui va être donc notre sujet phare de ce matin, et 150 organisations labellisées, les 400 étant en cours de labellisation. C'est une croissance qui est très grande ces dernières années, avec une réelle prise de conscience sur les thématiques RSE, sur les thématiques environnementales, sociales et sociétales, donc une croissance x6 sur les 5 dernières années. Et puis, comme vous pouvez le voir, une communauté qui est très diverse, avec plus de 100 secteurs d'activité qui sont présents dans la communauté. Et puis des statuts juridiques aussi très divers. Donc, on a aussi bien des entreprises que des associations, que maintenant des collectivités. Donc, c'est vraiment un label qui peut correspondre à toutes sortes d'organisations et tout secteur d'activité, ce qui veut dire qu'on a autant de banques que d'organismes de formation. Voilà, c'est vraiment très divers comme secteur d'activité, donc le référentiel peut être adapté en fonction du secteur d'activité. Et donc, comme vous le voyez, 20% de TPE, 64% de PME et puis 16% de grandes entreprises, donc majoritairement des PME aujourd'hui qui composent la communauté Lucie, partout en France, comme vous pouvez le voir, avec une présence dans les DOM qui ne sont pas affichés ici, en Belgique, et puis on commence à atteindre la Suisse également. Voilà. Et donc l'agence Lucie, c'est également un réseau de 90 consultants qui sont présents partout sur le territoire français. Ce que vous avez vu, c'est qu'on a une toute petite équipe pour Lucie et que du coup, gérer 650 organisations qui sont engagées avec nous, ça demande d'être présent sur le territoire et on a pour ça des consultants qui peuvent accompagner les organisations tout au long de la démarche, aussi bien sur l'identification des enjeux prioritaires que par la suite sur la mise en place d'actions correctives ou d'actions pour aller dans le progrès sur ce référentiel. Et puis un écosystème qui est assez large, que je vais vous présenter rapidement,
Donc des partenaires stratégiques avec Alurso, qui est donc l'association dont je vous parlais tout à l'heure, composée de membres de la communauté Lucie qui détient une part du capital de l'agence, les 90 consultants dont on vient de parler, et puis 30 experts qui sont au comité de labellisation. Je reviendrai sur la démarche de labellisation Lucie, mais qui sont des experts indépendants de l'agence, qui sont bénévoles et qui vont vous attribuer le label sur la base d'engagement de progrès. Ensuite, on a donc des évaluateurs, donc 4 évaluateurs distincts, dont RSEval qui est là ce matin, qui va pouvoir donc faire un état des lieux dans votre organisation sur lequel vous allez vous engager pour progresser. On pourra le voir plus en détail par la suite. Des internationaux, des experts sur divers sujets, des institutionnels et puis des clubs et réseaux. Ce qui peut être intéressant si vous faites partie de ces clubs et réseaux, c'est que vous pouvez bénéficier de réductions sur les différentes offres de l'agence Lucie et notamment sur le label Lucie 26000 qu'on va voir plus précisément ce matin. Alors, nos solutions positives. Eh bien, à l'agence Lucie, on aime bien se dire que la RSE, c'est comme une montagne à gravir, que chacun la gravit à la vitesse qu'il peut ou qu'il veut, et que il y en a certains qui vont aller directement à l'Everest et monter très rapidement pour s'engager pleinement dans une démarche, et d'autres vouloir progresser plutôt par étapes ou commencer par une formation, etc. Donc, on a essayé de développer des offres qui puissent répondre à l'ensemble de ces étages de la montagne. Alors, d'abord, on va commencer par s'engager pleinement, qui est le label Lucie 26000 et le pourquoi on est là ce matin. Donc là, je vous présente le référentiel du label Lucie 26000, qui est un label qui est un référentiel qui est issu de l'ISO 26000. Donc l'ISO 26000, c'est une norme internationale qui a été créée par plus de 90 pays autour d'une table pour définir quel est le périmètre d'action pour une organisation pour pouvoir agir de façon plus responsable, aussi bien sur les thématiques environnementales, comme vous pouvez le voir dans la thématique 4, que sur des thématiques sociales, donc avec la transparence client, la transparence fournisseur, le respect des consommateurs, comme on disait, le respect des droits de l'homme, l'intégration de la RSE dans la gouvernance, etc. Et puis une partie aussi, qui est donc la thématique 7, sur le développement local et l'intérêt général. Donc c'est vraiment de nombreuses thématiques que nous, chez Lucie, on a décidé de diviser en 25 principes d'action, qui sont donc, comme vous le voyez, à chaque fois des sous-thématiques qui permettent à l'organisation d'aborder la grande thématique de façon plus précise et d'avoir des idées des actions qui vont pouvoir être mises en place par la suite. Il faut savoir que ce référentiel, vous avez une synthèse ici qui est par la suite subdivisée en types d'investissement responsable, encore une fois. Donc, on va vraiment chercher au plus loin pour pouvoir accompagner les organisations sur ce référentiel. Alors, concrètement, la démarche de labellisation Lucie 26000. On a dans un premier temps, pour aller vers le label Lucie, une formation de 2 jours qui va vous permettre de comprendre dans un premier temps qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que la RSE, puisque tout le monde ne comprend pas bien ce qu'englobe ce terme, qu'est-ce que l'ISO 26000, le référentiel Lucie, mais surtout comment vous allez pouvoir faire l'étape d'après qui est une auto-évaluation sur la plateforme Lucie Online, donc notre plateforme qu'on appelle LOL, donc comme vous pouvez le voir, qui est donc une plateforme sur laquelle on va vous demander de travailler, d'identifier vos parties prenantes et de les hiérarchiser pour pouvoir comprendre comment vous allez travailler avec elles, et puis d'identifier les enjeux qui sont prioritaires pour votre organisation et ce que vous avez déjà mis en place sur l'ensemble des enjeux du référentiel. Donc ça va vous prendre entre 4 et 6 mois à peu près pour vraiment structurer votre démarche, bien comprendre les actions qui sont mises en place, bien comprendre que certaines actions peuvent rentrer dans le périmètre de la RSE et vous le mettez déjà en place. Par contre, certains enjeux vont être prioritaires pour votre organisation. Il reste encore de la marge de manœuvre. Voilà, ça va vous permettre vraiment d'identifier dans un premier temps les enjeux prioritaires avant d'avoir un passage d'un évaluateur sur site. L'évaluateur, donc sur le label Lucie 26000, ça va pouvoir être Bureau Veritas ou RSEval. RSEval reviendra dans un deuxième temps pour vous expliquer bien comment se passe cette évaluation. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment de se dire qu'on travaille avec des évaluateurs qui sont indépendants et qui vont pouvoir avoir un regard extérieur sur votre organisation et vous identifier les enjeux qui sont prioritaires et vous donner des pistes d'action pour vous améliorer. À la suite du passage de l'évaluateur, on va vous demander de prendre des engagements de progrès, donc par rapport au compte-rendu qui sera rendu sur la même plateforme, sur Lucie Online. On va vous demander de vous engager
sur les 3 ans à venir en disant, eh bien, dans mon organisation, la formation sur la santé-sécurité, par exemple, est très importante. Je m'engage à mettre en place, dans un délai de 10 mois, par exemple, une formation à l'ensemble des collaborateurs sur cette thématique. Donc là, ça va être vraiment s'engager sur les 3 années à venir à mettre des actions correctives ou pour progresser sur le référentiel Lucie 26 000. Donc, vous rédigez ces engagements de progrès qui vont ensuite passer devant un comité de labellisation. Le comité de labellisation, il est composé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'experts de la RSE, qui peuvent être des experts aussi bien responsables RSE de grands groupes ou d'associations ou des retraités qui ont une carrière très, très enrichissante sur la RSE, etc., et qui vont pouvoir donner un regard critique sur vos engagements par rapport à l'état des lieux fait par l'évaluateur. Et si vos engagements sont cohérents avec l'état des lieux fait, vous êtes labellisé pendant 3 ans. Vous avez 3 ans pour mettre en place l'ensemble de ces engagements avec, à mi-parcours, une évaluation de suivi, donc pour s'assurer qu'à date, l'ensemble des engagements pris par l'organisation est bien mis en place. Donc, l'évaluateur revient sur site, vous repassez devant le comité de labellisation, enfin votre dossier, pas vous, et puis c'est le comité de labellisation qui va s'assurer que par rapport aux engagements pris initialement, vous êtes bien dans une démarche de progrès continu et donc va vous garder le label pour les 18 prochains mois. Et au bout de 3 ans, eh bien, le cycle est fini et donc vous allez avoir un renouvellement du label. Le renouvellement, évidemment, la formation ne va pas être à refaire puisque vous maîtrisez maintenant bien le sujet. L'auto-évaluation va être beaucoup plus rapide puisque vous savez où vous en étiez, ce que vous avez mis en place et donc c'est une mise à jour vraiment de ce que vous aviez rédigé. Et donc, ce qui va être le plus important, c'est donc le passage de l'évaluateur, la reprise d'engagement pour les 3 années à venir. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les noter en parallèle, on pourra y répondre à la fin. Donc là, vous avez le process de labellisation Lucie 26 000 qui est l'étage le plus haut de notre montagne, de se dire, bah, là, on s'engage pleinement, on s'engage à mettre en place des actions sur les 3 années à venir. Mais on a également à l'agence Lucie, comme je vous le disais tout à l'heure, des démarches qui permettent de s'engager par étapes, et notamment donc, le parcours 1, 2, 3. Le parcours 1, 2, 3, il a vraiment été pensé pour se dire que c'est les premiers pas vers la labellisation Lucie. Donc, les premiers pas, ça veut dire, dans un premier temps, si vous le souhaitez, il y a un diagnostic en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Diag 26 000, qui vous permet en une dizaine de minutes de faire un état des lieux en autodéclaratif sur où est-ce que vous vous situez sur le référentiel ISO 26 000 et quels pourraient être du coup les axes de progrès, très rapidement identifier des enjeux qui pourraient être intéressants pour votre organisation. Dans un deuxième temps, vous allez avoir la formation Lucie, donc la même que pour le label Lucie 26 000, pour bien vous aider à comprendre comment faire l'étape d'après, qui est l'auto-évaluation. Cette fois-ci, dans le parcours 1, 2, 3, vous avez 2 ans pour réaliser votre auto-évaluation sur la même plateforme, Lucie Online, et vous avez dans ce package, entre guillemets, 3 demi-journées d'accompagnement par un de nos consultants pour vous permettre de travailler sur les parties prenantes, sur l'identification des enjeux, etc. Et puis, au bout de 2 ans, c'est un parcours qui n'est pas renouvelable. Donc, vous n'avez pas de label, vous avez le logo de la communauté qui est en haut à droite de l'écran, qui vous permet quand même de valoriser votre engagement et puis de montrer que vous faites partie de la communauté. Et on reviendra sur les avantages de cette communauté. Mais au bout de 2 ans, ce parcours, il n'est pas renouvelable puisque c'est vraiment l'idée des premiers pas vers le label Lucie. Donc, au bout de 2 ans, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller vers la labellisation Lucie 26 000 ou avant les 2 ans également, si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, l'étape d'après, ça va être l'évaluation sur site. Sur ce même étage, on a également des démarches qui vont être des démarches plus thématiques, avec donc dans un premier temps le label Envol. Le label Envol, c'est un label de SME, donc Système de Management Environnemental, qui va permettre aux organisations, donc en fait c'est un label qui a été développé par la CCI France pour les organisations de moins de 50 salariés et qui va permettre aux organisations d'identifier quelles sont les différentes actions menées en interne dans son organisation, les impacts qui y sont liés et prendre des engagements de réduction de ces impacts-là. C'est un label qui a lieu sur 5 ans et qui est le premier pas vers la norme 14001 que vous connaissez peut-être.
On a également le label du numérique responsable. Celui-là, on le porte pour le compte de l'Institut du numérique responsable. C'est un label qui a été créé, donc, qu'on a récupéré en tout cas il y a un peu moins d'un an, et qui fonctionne exactement de la même façon que Lucie 26000, donc avec auto-évaluation, passage d'un évaluateur sur site, prise d'engagement de progrès et puis labellisation pendant 3 ans. Mais cette fois-ci sur un référentiel vraiment axé sur le numérique responsable, aussi bien sur l'aspect social qu'environnemental, avec l'intégration évidemment dans la stratégie de l'organisation. Donc un label sur 3 ans. Et enfin, le label Toumaï, qui est un de nos nouveaux labels qui, cette fois, à la différence du label Lucie, qui est vraiment un label de progrès, sur lequel on va vous labelliser sur la base d'engagement de progrès sur les 3 ans. Le label Toumaï, ça va être un label d'une évaluation de maturité, un label de niveau, qui va, eh bien, en fait, on va venir sur le site une demi-journée, vous poser des questions sur le même référentiel que Lucie 26000, et puis vous attribuez des points en fonction de ce qui est mis en place ou non dans votre organisation. Et si vous avez plus de 300 points sur 1000, vous êtes labellisé Toumaï pendant 1 an, sans nécessité de mettre en place des actions en parallèle. C'est à vous de choisir. Vous avez tout de même l'accès à la plateforme Lucie Online, qui vous permet de structurer votre démarche, mais aucune obligation. Et ces 3 démarches-là vous permettent également d'intégrer la communauté Lucie et les différents avantages qui y sont liés. Et donc, les avantages et les services de la communauté Lucie, donc différents avantages qui sont listés de façon très rapide et brève dans cette slide. Donc, dans un premier temps, la vie de la communauté. C'est très important à l'agence Lucie de se dire que la RSE, ce n'est pas quelque chose qu'on vit tout seul de son côté dans son organisation, que c'est intéressant de pouvoir partager avec les membres de la communauté sur des bonnes pratiques, sur pouvoir poser des questions, pouvoir se dire que on a des structures du même secteur d'activité, de la même taille, qui ont mis en place des actions et qui vont pouvoir vous aider à vous les mettre en place. Donc, on a ce qu'on appelle des cercles, qui sont des rencontres entre membres pour vraiment échanger sur des bonnes pratiques et en faire naître de nouvelles. Des événements Lucie. Donc, on a par exemple la convention Lucie qui arrive au courant octobre, qui est un événement sur lequel on va pouvoir faire ce qu'on appelle workshops, donc des ateliers de travail sur différentes thématiques. Des groupes sur les réseaux sociaux, un groupe notamment pour l'ensemble de la communauté pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, échanger des acteurs locaux par exemple, pouvoir poser des questions, etc. Et puis des événements RSE et 3 petits points non exhaustifs. Les événements RSE, ça va être par exemple le Salon Pro Durable qui a lieu cette année le 6 et 7 septembre, qui a été un peu décalé par rapport aux événements de cette année, et sur lequel, à l'agence Lucie, on a donc ce qu'on appelle un village Lucie, avec des membres de la communauté qui viennent sur le village, qui ont leur stand pour pouvoir présenter leur démarche et leur organisation. Des avantages entre membres, je passe très rapidement, mais 650 membres, vous vous doutez, il y a de tout secteur d'activité et on a, comme je vous le disais tout à l'heure, des banques, des assurances, on a des organismes de formation qui proposent des réductions sur leurs offres, vous pouvez vous prêter des salles, etc. Donc, il y a de nombreux avantages entre les membres de la communauté. Des outils RSE, donc la plateforme Lucie Online dont on parlait tout à l'heure qui va vraiment vous aider à structurer votre démarche. Et puis, on a depuis peu la plateforme Lucifer, qui est une base de données de bonnes pratiques RSE, qui est donc en accès gratuit à la communauté Lucie en échange de bonnes pratiques et qui donc grandit très vite, ce qui va vous permettre, clé en main, en rentrant dans la communauté, d'avoir des idées de bonnes pratiques à mettre en place sur l'ensemble des principes d'action du référentiel Lucie, des thématiques, et d'avoir associé des coûts, des jours hommes, enfin vraiment avoir toute l'action en détail de ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre pratique sur cette thématique-là. On a aussi Lucie AD2R, qui est donc une plateforme de calcul du retour d'investissement sur tout investissement en RSE, ce qui va vous permettre de calculer, par exemple, si vous investissez dans des LED, va vous permettre de calculer combien coûtent mes LED, en combien de temps je les rembourse et en combien de temps je gagne de l'argent et je réduis ma consommation d'électricité. Mais sur des choses un peu moins tangibles, par exemple sur le bien-être des salariés au travail, calculer le retour sur investissement qui va pouvoir être dégagé en fonction de l'investissement et de la motivation des salariés à travailler pour votre organisation. Un petit retour de France Stratégie qui, dans un de ses rapports,
nous dit qu'une organisation qui s'engage dans la RSE, c'est une organisation 13% plus rentable qu'une organisation qui n'a pas de démarche engagée pour le moment. Et puis, donc, une communication mutualisée. Donc, évidemment, vous avez les logos de la communauté et puis le logo du label quand vous êtes labellisé. Vous avez une page sur notre site internet et puis nous, on communique le plus régulièrement possible sur les actions qui sont menées par nos membres de la communauté en interne sur les différents réseaux. Donc, je vous invite à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc pour récapituler un peu toutes ces différentes démarches, donc premier étage, s'informer, partager, s'outiller, c'est ce qu'on fait ce matin, d'échanger sur des démarches, sur ce qui pourrait exister sur ces thématiques. Et puis, c'est les outils qu'on propose dont je viens de vous parler, Lucifer, Lucie AD2R pour calculer son retour sur investissement, etc. Le deuxième étage, ça va être donc se former. Et là, vous avez la formation Lucie 26000 donc, pour aller vers le label, mais également un centre de formation Lucie, donc on appelle CFL, qui est un centre qui est data docké et qui propose des formations sur plein de sujets RSE, aussi bien des sujets opérationnels de achat responsable, communication responsable, etc., que des thématiques un peu plus réglementaires comme le document unique, la RGPD et ce genre de choses qui vont vous permettre, que vous soyez membre ou non, d'aborder des thématiques RSE et de pouvoir les traiter en interne dans votre organisation. Progresser par étapes, on l'a vu ensemble, ça peut être le parcours 1, 2, 3, le label Toumaï ou le label Envol ou le label du numérique responsable. Et puis, s'engager pleinement, où là, vous allez retrouver le label Lucie 26000, pour lequel on a aujourd'hui 6 déclinaisons sectorielles qui permettent d'aller au plus proche des enjeux du secteur d'activité. Donc, on a aujourd'hui une déclinaison sectorielle sur les organismes de formation, une déclinaison sectorielle sur les banques, sur les collectivités, sur l'aide à domicile et les soins à domicile, etc., etc. On a également une extension mission et raison d'être, donc on a lancé il y a un petit mois maintenant. Donc l'agence Lucie vous propose de vous accompagner dans la rédaction de votre raison d'être et puis si vous voulez aller plus loin dans l'insertion de cette raison d'être dans vos statuts pour devenir société à mission. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet à me recontacter par la suite. Et puis, ils ne sont pas notés dans ce slide, mais on porte des labels pour le compte de tiers. Donc avec, par exemple, un label qui s'appelle RES 26000 qu'on porte pour le compte du SNADOM, donc qui est le syndicat d'aide à domicile, syndicat national d'aide à domicile. Le label MFR 26000 qu'on porte donc pour le compte des MFR qui sont aujourd'hui 460 en France et qui nous rejoignent au fur et à mesure sur la labellisation Lucie 26000. Et puis le label Produit en Bretagne 26000. C'est dommage qu'on n'ait pas le logo parce que le logo est parlant, vous l'avez sûrement vu sur des petits produits. Et on développe aujourd'hui un label pour encourager les personnes qui sont labellisées produits en Bretagne à aller plus loin vers un référentiel qui recoupe l'ISO 26000. Voilà. Et puis rapidement, donc pour vous aider à situer les différentes démarches qu'on porte en interne chez Lucie, hop, je vais tout afficher, voilà. En fait, ce qui est important, alors évidemment, c'est nous qui avons choisi l'abscisse et leurs données, mais c'est parce que c'est des informations qui sont pour nous très importantes pour un engagement complet dans une démarche RSE. C'est de se dire, dans un premier temps, vous allez prendre des engagements de progrès. Donc là, vous allez retrouver, par exemple, un autodiagnostic ou une charte. La charte, ça va être, je signe et je montre à l'extérieur que j'ai la volonté de progresser dans ma démarche RSE. Ce qui, derrière, ne veut pas dire que vous allez être contrôlé et qu'on va s'assurer que vous mettez bien en place l'ensemble de ces progrès. Et donc, un niveau de contrôle fort qui est dans le label Lucie 26000, le passage d'un évaluateur sur site qui va aussi bien en initial que sur le suivi à 18 mois, qui va permettre de s'assurer que vous respectez bien les engagements de progrès que vous vous êtes engagé à mettre en place dans votre organisation. Et donc, vous pouvez voir le label Toumaï typiquement, moins de prise d'engagement de progrès, mais par contre, un niveau de contrôle fort puisque vous avez un passage d'un évaluateur sur site, un peu moins fort puisque ce n'est pas un évaluateur externe cette fois, mais un évaluateur interne chez Lucie. Voilà pour ce petit graphique. Et puis, pour finir très rapidement, les bénéfices de la démarche
du label Lucie 26000. Dans tous les cas, je vous enverrai la présentation et le replay. Eh bien, c'est s'engager pour une cause qui compte, évidemment. Transformer les modèles économiques de la RSE, choisir un label sérieux et exigeant avec une reconnaissance sur le marché, entre guillemets. Être une organisation où il fait bon vivre, puisqu'évidemment, et bon travailler aussi, puisqu'évidemment, eh bien, vous allez traiter toutes les thématiques du bien-être au travail, s'améliorer en continu pour réduire les risques, et puis opter pour une RSE rentable, notamment avec la plateforme Lucie AD2R, sur laquelle vous allez pouvoir calculer votre retour sur investissement. Et j'en ai donc fini de mon côté et je vais laisser la parole à RSE Val et à nos trois partenaires de chez RSE Val qui viennent donc témoigner de comment se passe une évaluation sur site pour la labellisation Lucie 26000. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci Pauline, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien, c'est bon. Très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de participer à cette causerie qui va nous permettre de nous présenter, de présenter RSE Val, d'expliquer pourquoi nous sommes fiers d'être les partenaires de ce label et de vous préciser également les modalités de notre intervention, les réalisations et de réalisation des audits. Voilà, j'ai une fâcheuse habitude de parler avec les mains, donc à l'écran, ça passe pas très bien. Donc, veuillez m'excuser si à un moment donné, vous les voyez voler. Nous avons créé RSE Val en 2019, dont le cœur d'activité est de réaliser des missions d'évaluation de la performance en matière de responsabilité sociétale des organisations par rapport à la norme ISO 26000 et plus spécifiquement, pour ce qui nous intéresse ce matin, par rapport au référentiel du label Lucie 26000. Nous intervenons donc pour tout type d'organisation qui candidate, que ce soit, comme tu l'as déjà précisé Pauline, des entreprises, des collectivités locales, des associations de toute taille et de tout secteur. Mais Éloi vous précisera par la suite comment on s'adapte en fait effectivement à chaque organisation. Donc nous sommes tous trois issus de formations scientifiques, ingénieurs universitaires, donc Éloi, Tostivin et Julien qui vont se présenter par la suite. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi venir nous rencontrer physiquement, nous serons sur le village Lucie Produrable en septembre. Donc, nous avons en commun en fait une expérience professionnelle de plus de 8 ans dans l'évaluation de la performance de la responsabilité sociétale des organisations acquise au sein de Vigeo Iris, qui était le partenaire initial du label Lucie et qui se positionne désormais comme un acteur majeur de l'investissement socialement responsable. Ce qui nous permet quand même d'affirmer que nous avons une très bonne connaissance de la méthodologie et des référentiels Lucie 26000, ainsi que ses déclinaisons sectorielles auxquelles on a pu également contribuer à l'époque. Au-delà du fait que c'est un label que j'ai soutenu aussi personnellement dès sa création par Qualité France Association au début, nous considérons que c'est une démarche à la fois exigeante et dynamique, car comme tu l'as également précisé, ça implique la venue d'un tiers externe au moment de l'évaluation, mais aussi au niveau du suivi des engagements des organisations tous les 18 mois. Et ça va vraiment au-delà des actions déclaratives. L'attribution du label va dépendre donc aussi bien du rapport d'évaluation de la performance réalisé par un tiers externe comme RSE Val, mais également en fait, de la qualité des engagements qui seront pris par l'organisation pour progresser. Outre les valeurs que vous pourrez retrouver sur notre site rseval.fr, nous nous positionnons uniquement en fait, comme pour les missions d'évaluation et nous ne faisons pas en fait, d'accompagnement ni en amont ni en aval des organisations qui sont engagées dans le label Lucie.
Bon, je vais laisser la parole à Éloi. Donc, surtout, n'hésitez pas encore une fois à réagir, à poser des questions et éventuellement, effectivement, nous demander de répéter si on va trop vite. Et ben, voilà, je laisse Éloi prendre la suite pour vous expliquer comment nous nous adaptons en fait aux organisations qui candidatent. Et effectivement, je vais essayer en quelques minutes, alors sans rentrer dans tous les détails, hein, c'est des sujets, que ce soit voilà, le cœur du métier, de ce qu'on fait, on pourrait en parler longtemps. On a acquis voilà, pas mal de spécificités au cours voilà, au cours de notre expérience. En tout cas, voilà, l'idée, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de s'adapter le plus possible, adapter à la fois notre offre, mais aussi la prestation, les différents éléments de la prestation, vraiment concrètement quand on est sur le terrain, enfin, que ce soit en amont, mais aussi vraiment lors des entretiens et après dans la rédaction de nos rapports. Donc voilà, cette question d'adaptation, de faire du sur-mesure le plus possible pour répondre aux besoins, c'est vraiment un point fondamental de notre approche. Donc pour voilà, aller rapidement enfin, sur les différentes phases, en fait, dès la phase amont de la proposition de l'offre commerciale, on se rend compte, voilà, à force d'expérience, que les besoins des clients peuvent être multiples. Certains vont vouloir se lancer ou, dans une démarche RSE ou en tout cas s'engager pour rendre ça visible et augmenter l'attractivité pour des candidats. Certains ont compris que ça peut leur permettre d'augmenter la performance de l'organisation en interne. D'autres vont vouloir en particulier se démarquer de concurrents ou voilà, ne pas être en retard. Voilà, il y a vraiment différents besoins, il y a différentes étapes. Hein. Un lancement dans une démarche de labellisation peut se faire alors qu'on n'a pas encore vraiment déblayer le terrain de ce qu'on fait, et d'autres vont attendre d'avoir un peu plus découvert déjà ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs pratiques. Donc, lors des échanges en amont donc, de toute proposition d'offre d'intervention, on prend le temps qu'il faut avec le client pour bien saisir quels sont les souhaits du client, quel est le contexte de l'entreprise. Alors, les souhaits, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la visibilité interne, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de ça, mais aussi le contexte de l'entreprise, que ce soit le contexte concurrentiel, les attentes ou pas qu'il peut y avoir des clients sur voilà, une démarche RSE. Est-ce que c'est un avantage commercial qui est recherché? Est-ce que les collaborateurs aussi sont en attente de ça? Qu'est-ce qui fait, qui a fait naître la volonté de se labelliser? Qui porte la démarche aussi? Est-ce qu'on est plutôt sur une démarche portée vraiment au plus haut par soit le conseil d'administration, la direction générale, ou est-ce qu'on est plutôt parfois porté par une démarche portée par la qualité ou par la direction des ressources humaines? Ça aussi, c'est un élément qui peut nous aider, nous, après, à mieux dimensionner donc, la mission, et aussi voilà, des éléments qu'on garde en tête tout au long, au moment où on va faire l'entretien. On sait souvent, voilà, on a des éléments de contexte assez utiles. La question de la maturité de la démarche RSE aussi, savoir si voilà, c'est une démarche qui est lancée depuis quand, qui pilote, qui est impliqué, est-ce qu'il y a des référents sur les sites qui permettent d'animer la démarche. Ça permet notamment aussi, toutes ces discussions permettent de commencer à cibler les personnes clés qu'il faudra interroger lors de notre intervention. Un point auquel on est attentif aussi, le périmètre d'évaluation voulu. Une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, peut vouloir au début, voilà, peut-être par peur que ça demande trop de choses, de limiter la labellisation d'abord à un petit périmètre, une partie des sites par exemple, ou une partie des activités, pour voir ce qui se passe, et ensuite, après, aller sur la totalité de l'entreprise. On a aussi parfois des cas où c'est d'abord la holding qui va se positionner pour voir un petit peu, et puis ensuite qui va impliquer toutes ces filiales l'une après l'autre en fonction voilà, en les impliquant vraiment progressivement. Le point qui est peut-être aussi une des spécificités, j'imagine, en tout cas, on laisse toujours la voie, on essaie de savoir ce que veut le candidat au label. Nous, on a des standards, on sait que concrètement, pour faire une évaluation qui nous permette de donner des éléments bien objectifs, suffisamment argumentés dans nos rapports sur l'ensemble de ces 25 principes d'action, on a besoin de rencontrer un certain nombre de personnes, un certain nombre de fonctions surtout, hein, plus que de personnes, les fonctions clés, voire des membres voilà, des représentatifs qui couvrent les principales activités, enfin la majorité, une grosse majorité du périmètre des activités voilà, introduites, enfin, qui sont couvertes par le périmètre d'audit. Et on va se poser la question aussi de savoir quel va être le nombre de sites un petit peu minimum, en quelque sorte, à visiter pour avoir une représentativité, s'assurer que finalement, si une organisation a 50 sites,
ne voir qu'un seul site peut-être pour nous ne serait pas suffisant. On s'intéresse aussi, et ça c'est dans les discussions, dès qu'on discute beaucoup des questions d'organigramme, de relations, quelles sont les fonctions, quelle est les niveaux hiérarchiques qu'il y a, est-ce qu'il y a des équipes et donc un management de proximité à rencontrer. Voilà, nous on s'intéresse en particulier à avoir tous les différents niveaux pour s'assurer que si démarche RSE il y a, et si en tout cas sur chacun des enjeux, il y a des choses à faire. Est-ce que c'est à la fois porté par la direction, décliné par les directeurs de site, par exemple, mais aussi porté et animé par les managers de proximité qui peuvent être vraiment sur le terrain, au contact des équipes, de tous les collaborateurs et de toutes les collaboratrices. Si l'entreprise veut aller encore plus loin que le minimum, le standard que nous, on se fixe pour s'assurer de pouvoir rendre un rapport cohérent, on peut aussi le faire. Enfin, moi, j'ai eu un cas très récemment, justement, où pour pouvoir impliquer davantage les collaborateurs, pour enclencher, donner le plus de chances d'enclencher une réelle dynamique au plus près du terrain, un candidat au label m'a récemment demandé si on pouvait justement aller sur un site. Alors, au moment de sélectionner, de commencer à réfléchir des sites, lui a tout de suite cité la volonté de vouloir nous faire aller sur un des sites où il sentait que les collaborateurs, les managers étaient les plus réfractaires à ce type de démarche. Alors bon, bien sûr, nous, on veut pas arriver dans des mauvaises conditions, mais l'idée était vraiment pour lui de les inciter, de leur faire comprendre quel était l'intérêt et de leur faire, parce qu'une démarche, effectivement, qui peut donner, il y a parfois des craintes sur le terrain que ça va bousculer les habitudes. Alors effectivement, en général, ça peut les bousculer, mais en général, c'est plutôt positivement que ça le fait. Alors, lors de l'audit, si notre proposition a été choisie par le candidat, on va s'attacher en premier lieu, alors Lucie, donc Pauline a déjà évoqué le fait qu'il y avait des référentiels sectoriels, donc banques, prestataires de santé à domicile, collectivités, différentes choses qui ont été développées. Et ça, c'est déjà une aide parce que ça permet de cibler sur les enjeux matériels, d'avoir contextualisé ce qu'on va regarder sur des angles d'approche qui sont spécifiques à l'activité, ou si on est sur les prestataires de santé à domicile, là, il va y avoir toute une chose sur la bientraitance, sur la qualité de service va se regarder, mais pas de la même façon que dans une banque, ce qui peut s'entendre. En plus de ça, on prend aussi il y a cette possibilité qui est offerte par le label Lucie dans le cadre de l'évaluation, celle de regrouper ou de désactiver des principes d'action. Principes d'action, critères, en tout cas le terme de principe d'action, c'est celui-là que vous retrouverez si vous vous lancez, ce sont les 25 principes d'action. Et on peut, à la limite aussi, effectivement, désactiver ou ne pas traiter certains tirs, les types d'investissement responsables, notamment parce qu'en fonction du secteur, ce n'est pas pertinent. Si on est sur la question des consommations des ressources, assez classiquement, en fonction du secteur, donc on peut consommer différentes ressources. Néanmoins, à part quand on est dans l'industrie lourde, etc., voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas être pertinentes à regarder. Donc, on va pouvoir se centrer uniquement sur l'énergie, sur les flottes de véhicules, si jamais ça c'est pertinent. Mais par contre, ne pas aller perdre du temps sur des choses finalement peut-être pas pertinentes par rapport à l'impact environnemental notamment. Et là, je parle d'environnement parce que c'est assez facile de fournir des exemples là-dessus, mais c'est valable en fait pour tous les sujets. La dernière peut-être spécificité en termes d'adaptation du référentiel, c'est aussi lié au référentiel spécifique pour les TPE, micro-entreprises, et pour lequel nous avons défini, en accord avec l'agence Lucie, une sorte de forfait pour limiter les coûts et qui permet, donc, dans un référentiel qui est simplifié, donc c'est 15 principes d'action. Alors les thématiques restent les mêmes, mais c'est plus léger. Et à ce niveau-là, finalement, nous, quand on fait une mission comme ça, aussi parce qu'il y a moins d'enjeux, bien sûr, on va avoir une attente peut-être moins forte, et le label aussi comprend ça, c'est tout à fait logique, une attente notamment sur le formalisme des engagements, formalisme des procédures internes. Bien sûr, quand on est 3-4 personnes, on n'a pas besoin, pour s'assurer qu'on maîtrise comment les choses fonctionnent dans son entreprise, de définir autant de choses formalisées et de dispositifs de contrôle que quand on est une entreprise de 1000 salariés. Notamment en termes de dialogue social. On sait aussi bien sûr qu'il y a des exigences réglementaires et des bonnes pratiques d'ailleurs aussi qui peuvent être variables selon la taille, selon les seuils d'effectifs. Les responsabilités du comité du CSE ne sont pas les mêmes.
Voilà, donc ça c'est vraiment en amont, enfin, juste avant de vraiment faire l'audit sur site. Après, le principe d'adaptation quand on va organiser, rentrer dans le concret de l'organisation des missions, là aussi il y a pas mal de choses qu'on essaye d'adapter. La liste de documents, alors l'agence Lucie sur la plateforme Lucie Online présente déjà une liste de documents assez détaillée. Néanmoins, avec l'expérience sur certains secteurs d'activité sur lesquels on est beaucoup intervenu, on a pu nous identifier différents documents qui seraient plus spécifiques, que ce soit pour banque assurance, le logement social, l'industrie, etc. Et justement, on va donc fournir en amont une liste de documents, peut-être parfois plus parlants, plus spécifiques pour l'organisation évaluée. Et donc, ces documents sont, voilà, tout document qui existerait sont à fournir en même temps que l'auto-évaluation réalisée sur la plateforme Lucie Online. C'est ce qui nous permet donc de pré-analyser les choses avant de réaliser les entretiens. Pour l'organisation des entretiens, je l'indiquais tout à l'heure, donc ça on en parle dès la phase amont avant d'envoyer notre offre. Donc là on a déjà une liste à peu près concrète des personnes qu'il faudrait voir. Néanmoins, on va se reposer cette question une fois qu'on va intervenir. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une lecture croisée entre l'ensemble des enjeux RSE des 25 principes d'action et les personnes rencontrées, pour nous permettre, au moment où on viendra sur site, de préciser, de savoir auprès de quel intervenant on doit poser quelles questions, quel sujet on doit aborder, quelle thématique il nous faut aborder. Ça, c'est une grille, un travail qu'on fait systématiquement en amont. Sur les personnes à rencontrer, encore une fois, on va bien sûr rencontrer des parties prenantes internes, que ce soit des collaborateurs, les membres du CSE, toute fonction, au-delà des responsables, directeurs, etc. On fait beaucoup d'entretiens, enfin beaucoup. On fait quelques entretiens groupés avec des collaborateurs ou des managers de proximité, mais on va avoir une attention particulière aussi sur les parties prenantes externes que l'on interroge, en général par téléphone, par souci pour que ce soit le plus flexible. Et donc, on peut imaginer que dans des secteurs spécifiques, par exemple, prévoir un entretien téléphonique avec un financeur, une tutelle dans le cadre de professions réglementées ou de certaines associations. Et donc, ces parties prenantes externes, typiquement, donc on peut voir des clients et des fournisseurs, mais dès qu'on sait qu'il y a potentiellement une partie prenante externe qui peut nous donner un éclairage particulier, aussi une vision comparative de ce que font les organisations similaires, mieux ou moins bien, ou en tout cas sur lesquelles ils ont plus d'informations sur ces enjeux de RSE, on va tout de suite en discuter et on va aussi se questionner le client sur quelles peuvent être les parties prenantes externes importantes à rencontrer. Et donc, le point le plus important, en fait, c'est vraiment au moment où on fait les entretiens, où on réalise les entretiens. Alors, on n'a pas de grille figée de questions. Néanmoins, on va adapter justement le questionnement, la façon de questionner et d'aborder les enjeux de RSE au profil des personnes que nous avons en face de nous. Un directeur, un manager de proximité, des fonctions commerciales, alors des collaborateurs à quelque niveau qu'ils soient, n'ont pas forcément la même implication sur chacun des enjeux de RSE, pas non plus la même marge de manœuvre pour impulser, pour aller plus loin, etc. Et c'est vraiment ça qu'on va regarder, c'est adapter notre questionnement en fonction de la position de la personne ou des personnes qu'on a en face de nous. Et ça, c'est vraiment lié à notre méthodologie d'évaluation que va détailler Julien par la suite, mais c'est vraiment quelque chose que Vigeo et Iris, chez qui on a travaillé, avaient mis l'accent là-dessus, et on a gardé cette vision-là parce que ça nous semblait tout à fait pertinent. C'est comme ça qu'on arrivait vraiment à trouver des éléments ensuite, justement des éléments les plus concrets possibles en termes de pistes d'amélioration. Et c'est justement là le dernier moment où on va avoir cet effort d'adaptation. Donc c'est bien quand nous, on fait notre évaluation, on a des appréciations où on essaye le plus possible d'être concret, de dire quels sont les points forts, les choses vraiment positives, les points d'appui sur lesquels, sur chacun de ces 25 principes d'action, l'organisation peut s'appuyer. Et on va aussi lui dire, voilà les pistes d'amélioration qu'on a identifié suite à l'ensemble des entretiens et à la lecture attentive de tous les documents qui ont pu nous être mis à disposition. Donc, c'est bien à l'organisation qui est d'évaluer, de définir ses engagements. Nous n'intervenons pas là-dessus, nous définissons des pistes d'amélioration qu'on essaie de faire le plus concrètes, mais c'est l'organisation qui définit ses engagements
avec le niveau d'ambition qu'elle peut se permettre en fonction de ses moyens. C'est vraiment à elle de définir les échéances aussi. On en parlait, donc c'est une démarche de progrès sur 3 ans. Néanmoins, certaines actions vont pouvoir être mises en œuvre plus rapidement que d'autres. D'autres sont plus urgentes aussi, et ça, on essaye aussi de le mettre en avant dans nos rapports, cibler les choses les plus importantes, et à elle de définir donc indicateurs livrables en lien avec sa capacité. Là aussi, je pense que c'est souvent fait de manière collégiale avec les équipes, et ça permet de s'assurer qu'on prend un engagement qui va vraiment être déployé. Donc, c'est bien le COLAB, le comité de labellisation, qui va évaluer la pertinence de l'engagement vis-à-vis des constats de l'évaluateur. Nous, on va en tout cas s'attacher à cibler ce qu'on appelle les leviers managériaux, que ce soit dans la définition plus précise d'engagement, fixer une ambition plus forte sur tel objectif environnemental ou lié aux conditions de travail, intégrer plus d'indicateurs de contrôle ou de suivi. On distingue aussi ça en contrôle, en quelque sorte, qu'on respecte les règles qu'on s'est fixées, et on suit aussi la performance sur des indicateurs les plus pertinents possibles. Et ça, si on fait ce travail, c'est vraiment pour aider l'organisation à évaluer, à se concentrer sur les risques qui sont, selon nous, les plus importants, et saisir les opportunités qui se présentent sur chacun des enjeux. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur l'effort qu'on met à adapter. C'est vraiment une chose qu'on fait le plus possible. Et j'espère que vous avez pu comprendre. On sera là pour répondre à toute question qui serait nécessaire par la suite. Et je vais donc laisser Julien prendre la suite. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, on va dire que oui. Oui, c'est bon, on t'entend. Parfait, merci. Donc, pour ma part, tout d'abord, merci à Lucie d'avoir organisé ce webinaire. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse, en tout cas, on est très heureux de venir présenter ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter aux entreprises dans le cadre de ce label. Pour ma part, je vais parler de choses un peu différentes de mes deux confrères, et je vais vous présenter deux aspects de RSEval qui me semblent potentiellement intéressants pour toute organisation qui serait intéressée par le label Lucie et qui souhaiterait une évaluation RSE. Le premier sujet, c'est les modalités concrètes d'une évaluation RSE lorsque RSEval vous accompagne pour obtenir le label Lucie. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui distingue finalement RSEval, quel est notre positionnement, ou du moins en quoi on a un positionnement qui se veut original en termes d'évaluation de la RSE. Alors, les modalités concrètes, tout d'abord. Toute organisation qui souhaite candidater au label Lucie peut légitimement se demander comment ça se passe dans la pratique. Ça veut dire quoi être évalué par un évaluateur externe? Donc, dans la pratique, c'est relativement simple, je vous rassure. En fait, il y a les grandes étapes classiques d'une évaluation qui sont appliquées. Comme le disait Éloi, il y a un travail de préparation en amont sur la logistique, le planning des entretiens, les dates clés, etc., sur l'identification des documents et des personnes à rencontrer. Ensuite, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange d'informations de la part du candidat vers RSEval pour qu'on puisse collecter à la fois l'auto-évaluation déposée sur la plateforme Lucie Online, mais aussi des documents support qui viennent justifier, qui viennent mettre en valeur tout ce que fait l'organisation sur les différents sujets de la RSE. Commence alors une phase d'entretien qui viennent compléter cette collecte d'informations. Les entretiens, ils ont lieu ou à distance ou sur site. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce que c'est un sujet qui a été relativement bien couvert par Éloi. Donc, il y a des entretiens qui sont ou collectifs ou individuels avec des parties prenantes ou au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et sur la base de toute cette information collectée, l'évaluateur externe, donc RSEval dans ce cas-là, rédige un pré-rapport qui fait l'objet d'un contrôle interne et qui est présenté ensuite à vos équipes pour voir qu'est-ce qui peut être complété éventuellement s'il y a des points qui nécessitent une discussion. Et un rapport final vous est livré. Alors, notre méthode pour vous évaluer et faire ces différentes étapes, elle est très encadrée puisque c'est l'application pure et simple de la méthode du référentiel Lucie, qui, comme le disait Pauline tout à l'heure, c'est un référentiel qui est construit sur la norme ISO 26000, qui est la norme de référence quand on parle de RSE dans tout type d'organisation. Nous, ce qu'on évalue quand on parle de RSE, c'est bien les 25 principes d'action, ou du moins certains des principes d'action parmi les 25 qui sont considérés comme les plus pertinents. Donc, ce sont uniquement ces aspects-là qu'on évalue.
Et vous êtes évalué à la fois sur la base des documents et des stratégies que vous avez mis en place. Si vous avez, je ne sais pas, une charte, une stratégie pluriannuelle, des objectifs cibles, mais aussi en termes de moyens concrets que vous avez mis en place. Donc, moyens, ça peut être des personnes en charge de ce sujet, ça peut être une organisation particulière, ça peut être des outils informatiques ou de production qui permettent de réduire les risques pour la santé des travailleurs ou pour améliorer l'environnement, etc. Et enfin, quels sont les résultats tangibles de vos actions sur les parties prenantes. C'est ce qui était abordé en tout début de présentation, c'est-à-dire ce qui s'appelle les documents, les moyens et les résultats. C'est ces trois aspects-là qui vont être évalués pour chacun des différentes thématiques de la RSE. Alors pourquoi sous ces trois angles-là et pas uniquement au global? Parce que ces trois angles-là, ils permettent d'éviter certains raccourcis parfois trompeurs. Quand on dit qu'on évalue la stratégie et les documents, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas que ça. Sinon, il y aurait un risque évidemment de greenwashing, par exemple, ou d'effet d'annonce. Donc, c'est très important de voir s'il y a des documents en place au sein de l'entreprise, avec évidemment un degré de formalisme qui va être plus ou moins important selon la taille de l'entreprise, évidemment. Mais à l'inverse, on ne regarde pas que ça. Alors, pourquoi on ne regarde pas non plus que les moyens et les résultats? Parce qu'il y aurait, à l'inverse, la possibilité que ce soit uniquement un effort ponctuel qui soit mené, sans but clairement défini, et sans programme de moyen ou long terme, qui réduirait un peu l'intérêt d'avoir une démarche RSE qui est que ponctuelle. Et enfin, pour les résultats, quand on dit qu'on les regarde, c'est sous deux aspects différents. À la fois les résultats tangibles, qui peuvent être observés par n'importe qui, en termes d'accidents du travail, d'économie d'eau, d'électricité, etc. Mais aussi en termes de perception, et c'est une chose à laquelle on tient, parce qu'on considère que c'est aussi important ce qui est fait que la manière dont vos parties prenantes le perçoivent. Ce serait quand même dommage que vous mettiez en place des actions très efficaces, mais qui soient perçues comme inexistantes par vos principales parties prenantes, typiquement vos clients, vos salariés ou vos partenaires. Donc l'idée, c'est qu'il vient de tout ça, cet ensemble de bonnes choses qui soient observées. Et c'est pour ça qu'on va regarder chacun des aspects de la RSE sous ces trois aspects complémentaires, pour voir si c'est vraiment une démarche qui est complète. Alors, chaque principe d'action, chaque thématique de la RSE, à la fin, reçoit un genre de niveau qui est ou faible, ou partiel, ou raisonnable, qui permet de savoir du coup où vous vous situez, et de connaître votre performance, toujours par rapport au référentiel Lucie et à ses attentes. In fine, vous recevez un rapport final. Donc, un rapport final, c'est un document d'environ 20-30 pages où il y a une analyse qui est menée pour chacune des thématiques de la RSE. Alors, à chaque fois, vous avez une mini-synthèse de diagnostic, des préconisations le plus opérationnelles possible pour vous améliorer. C'est souvent une mine d'informations et des bonnes pratiques qui sont utiles pour progresser sur les différents aspects de la RSE et notamment pour vous aider à mieux identifier les aspects prioritaires, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, pour résumer, on applique une méthodologie et un référentiel qui sont celui du label Lucie, qui sont fortement structurés. On applique des étapes clés qui sont celles de toute évaluation, quel que soit le sujet. Ici, c'est la RSE, mais c'est pareil pour les sujets autres. Et enfin, on vous remet une synthèse avec à la fois un bilan et des axes d'amélioration pour chacun des aspects importants de la RSE pour votre activité et pour votre organisation. Notre rôle, il se limite donc bien à vous évaluer. En fait, nous, on vous évalue. Le comité de labellisation, c'est lui qui décide si le label il vous est attribué ou pas. Et c'est vous qui décidez ensuite de la démarche que vous souhaitez mettre en œuvre, donc de vos engagements de progrès et du planning de ces engagements de progrès. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La méthode, finalement, elle est relativement générique. Ce qui est intéressant, c'est, à notre sens, c'est la manière dont on essaie de la rendre la plus utile et la plus efficace possible pour votre organisation. Pour cela, on a d'une part la volonté de vous accompagner dans la durée. Dans la durée, parce que notre équipe, elle est dédiée à votre mission du début à la fin. On n'a pas de sous-traitants, donc il y a une disponibilité des équipes qui est très grande. De même, notre expertise, elle est interne, ce qui permet de maîtriser à la fois la qualité et les délais d'évaluation qui est réalisé, des livrables qui vous sont rendus. Le RSEval, il a aussi une autre particularité, c'est de proposer exclusivement des profils seniors. C'est pas très commun en termes d'évaluation RSE, mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on considère que ça apporte peut-être un regard plus approfondi et plus expert sur les risques ou sur les opportunités pour chacune des thématiques de la RSE, qui est vraiment adapté à votre activité, à votre organisation, comme le soulignait Éloi.
Ça permet aussi d'avoir une meilleure connaissance des bonnes pratiques qui existent pour les structures de votre taille, de votre secteur ou de votre type, puisqu'on a pu rassembler un nombre conséquent de bonnes pratiques au cours des différentes missions d'évaluation qu'on fait. Il y a souvent des bonnes pratiques qui sont bien évidemment déjà en place au sein des organisations, et on s'en inspire beaucoup pour les mettre en commun. Et c'est aussi, comme Pauline le mentionnait au début, l'objet de Lucifer, la base de données des bonnes pratiques de la RSE, qui est souvent aussi très intéressante pour les organisations. De notre côté, on essaie aussi de mettre en place des bonnes pratiques qui sont demandées par le label Lucie. Donc, typiquement, on fait attention à éviter tout risque de conflit d'intérêts, y compris en refusant de faire des évaluations pour des organisations avec lesquelles on aurait des liens trop proches. C'est arrivé encore hier, par exemple. L'idée, bien évidemment, c'est d'évaluer les candidats sur la base du référentiel Lucie et de suivre ce référentiel nous-mêmes aussi, même si on n'est pas labellisé. Enfin, on se singularise peut-être par la posture des auditeurs lors des évaluations. On fait attention à viser qu'on soit à la fois bienveillant et rigoureux. Alors, bienveillant et rigoureux, je vous explique pourquoi. Bienveillant parce que nous, finalement, on n'est que des observateurs. Les personnes qui mettent en place des améliorations de leur impact, etc., c'est vous, ce sont les organisations. Et nous, en toute modestie, on est là pour évaluer si c'est fait d'une manière efficace et complète, mais ce n'est pas nous qui le mettons en œuvre. Donc bienveillance, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de lancer une démarche RSE, c'est un choix volontaire, souvent très lié à la personnalité et aux valeurs du dirigeant ou de son équipe dirigeante. Voilà, donc on considère que c'est quelque chose à valoriser, d'avoir ce genre de démarche. Et donc nous, on apporte un regard extérieur, mais qui n'a pas de jugement de valeur sur ce qui est fait. Au contraire, on valorise ce genre de démarche. On n'est pas que bienveillant, on est aussi rigoureux, parce que faudra éviter de mélanger les rôles. Nous, on n'est pas une agence de communication, on ne fait pas de pub, on n'a pas de jugement particulier, on est neutre. Et cette posture-là, elle est intéressante parce qu'elle vous apporte un regard qui est indépendant et expert sur les thématiques de la RSE pour votre organisation. Donc, on essaie de donner l'évaluation la plus honnête possible et la plus complète possible sur ce qui est fait en termes de RSE au sein de l'organisation évaluée, pour mettre en valeur ce qui marche bien, mais aussi ce qui marche peut-être moins bien, ce qui peut être amélioré, sans cacher ce qui ne va pas, voire ce qui se dégrade. Puis la recette, entre guillemets, pour une évaluation honnête qui sera utile pour un candidat, c'est qu'on puisse à la fois présenter les forces et les faiblesses, les priorités à améliorer. Comme vous savez, c'est ça qui est vraiment utile et qui est vraiment demandé par les dirigeants pour pouvoir mettre une démarche RSE en place et pour pouvoir la prolonger. Voilà en gros quelle est notre méthode concrète pour évaluer les entreprises et les organisations au sens large et pour accompagner votre organisation dans l'intérêt autant de l'entreprise que de ses parties prenantes, puisque l'idée, bien sûr, c'est que l'entreprise ou que l'organisation s'améliore et que son impact pour les parties prenantes, donc ses territoires, ses salariés, ses clients, s'améliore également et qu'elles puissent toutes mieux soutenir le projet de l'entreprise qui mène une démarche RSE. Je m'arrête de parler et je fais comme mes collègues, je suis à votre disposition si vous avez des questions à la fois sur la RSE des différentes organisations, sur RSEval et sur ses offres de prestations et sur le label Lucie. Mais il y a Pauline qui est là et je pense que ça sera aussi très heureuse de pouvoir vous répondre. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Christine Eloi et Julien pour ce témoignage très riche sur les différentes évaluations qui peuvent être menées pour aller vers le label Lucie 26000. Vous avez les coordonnées de Christine Eloi et Julien si jamais vous avez des questions directement auxquelles on n'aurait pas répondu ce matin pour RSEval. Dans tous les cas, encore une fois, ce sera envoyé. Ah, petit spoil. Pour information, cette vidéo, elle sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous l'enverrai par la suite. Et puis pour conclure positivement cette matinée avant de passer aux questions-réponses, une petite annonce sur la promo d'été qu'on a mis en place donc à l'agence Lucie pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, vous engager et puis commencer pleinement cette démarche. On vous propose pour un lancement dans la labellisation Lucie 26000 avant la rentrée, donc jusqu'au 30 août, de profiter de 20% de réduction sur la redevance annuelle Lucie. Parce que n'a pas été traité d'ailleurs, c'est le chiffrage de la labellisation, donc je vais vous en parler rapidement. Vous avez pour aller vers la labellisation une première partie donc, qui est la formation, qui est une convention distincte de la labellisation et qui va vous permettre
qui est obligatoire pour aller vers la labellisation, mais qui, si vous le souhaitez la réaliser dans un premier temps sans engagement, vous pouvez. Cette formation, elle est à 990 € pour 2 jours de formation, avec une possibilité d'être prise en charge par un OPCA ou OPCO, donc les organismes de formation, avec du coup une prise en charge qui peut aller jusqu'à 100% de cette formation. Et ensuite, donc la labellisation en tant que telle, vous allez avoir 2 parties. Une partie qui est directement chiffrée par les évaluateurs, qui va être à la suite d'un entretien téléphonique, comme vous l'avez pu le comprendre, et qui va permettre aux évaluateurs de vous chiffrer au plus près sur l'évaluation initiale et l'évaluation de suivi à 18 mois. Et puis une redevance annuelle pour l'agence Lucie, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc concrètement, la redevance, c'est 0,01% du chiffre d'affaires avec un plancher à 1 000 €. Donc, ce qui veut dire que pour 10 millions de chiffre d'affaires ou moins, vous êtes à 1 000 € par an de redevance et un plafond à 120 millions, donc 12 000 € par an. Et c'est sur cette partie-là, donc on vous fait 20% de réduction pour un engagement jusqu'à la fin août. Voilà. Et bien sur ce, la présentation est terminée. Donc ce que je vous propose, je vais vous montrer donc déjà à l'agence Lucie, donc nos coordonnées également si vous souhaitez nous contacter. On est donc 3 sur la partie développement, chacun sur nos régions, mais n'hésitez pas, Héloïse ou moi, on est là ce matin, et puis Mickaël est également disponible. Donc n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre, puis on pourra se répartir les régions en interne. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Donc, Héloïse, est-ce qu'il y a des petites questions qui ont été posées pendant la présentation? Alors oui, il y a une première question qui demande par rapport au référentiel TPE, quel est le nombre maximum de personnes et le chiffre d'affaires par rapport aux conditions maximales? Alors, ce qu'on appelle TPE à l'agence Lucie, ça va être une organisation de moins de 10 salariés, inférieur ou égal, on accepte les 10 salariés. Le chiffre d'affaires n'est pas défini en amont, c'est vraiment le nombre de salariés. Après, dans tous les cas, a priori, une organisation de 10 salariés ou moins a en général un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Vous êtes dans tous les cas en général en dessous du palier. Donc après, vous allez avoir des réductions aussi bien donc sur la redevance annuelle que sur la formation et sur, comme le disait RSEval, que sur la partie évaluation sur site. Voilà. Merci Pauline. Ensuite, une deuxième question de Fabienne Lemoine qui nous demande si on peut lui communiquer des informations concernant notre formation éco-conception frugale et low-tech. Évidemment, je vous l'enverrai. C'est une formation effectivement qui est délivrée donc, au centre de formation Lucie par nos collègues de Goodwill Management, que vous connaissez peut-être ou non. Goodwill Management, en fait, on a un président, Alan Fustek, commun avec Goodwill Management, donc c'est un peu nos grands frères puisqu'ils existent depuis un peu plus longtemps et sont un peu plus grands que nous. Et c'est en fait un cabinet de conseil qui accompagne les organisations sur le calcul sur le retour sur investissement et l'immatérialité d'une organisation. Ils ont notamment un gros volet sur les low-tech, qui est aujourd'hui un vrai sujet. Donc low-tech, qui est la réponse au high-tech, avec un aspect réparabilité et consommation énergétique plus faible. Et donc cette formation, je pourrais vous envoyer les informations dans le mail compte rendu qui vous sera envoyé. Elle dure, il me semble, 1 journée, mais je vous enverrai les informations plus précises. Une autre question de Metacand. Bonjour, le label RSE n'est dédié qu'aux entreprises, à ce que je comprends. Donc, non. Alors, effectivement, la réponse est non. En fait, on a vraiment aujourd'hui dans la communauté tout type d'organisation. Et donc, nous, à l'agence Lucie, on a vraiment la volonté de se dire qu'une démarche RSE, elle peut être mise en place aussi bien effectivement dans une entreprise. On a aujourd'hui des entreprises qui sont unipersonnelles, par exemple, que des entreprises, des grands groupes avec plus de 1500 personnes. Donc, on est vraiment sur tout type d'entreprise, mais aussi bien des collectivités
Donc aujourd'hui, sur notre référentiel collectivité, on a notamment la mairie de Baugé, la commune de Baugé en Anjou qui est avec nous sur cette thématique, et puis CCVHA, donc Communauté de communes de la vallée du Haut-Anjou. Et donc, la partie Anjou qui est très engagée avec nous sur ces thématiques-là. Mais on a également des associations qui sont engagées avec nous, ou tout type de structure. Donc, il n'y a vraiment pas d'organisation qui ne peut pas s'engager avec nous. Et puis, ce que disait RSE Val aussi, c'est que les évaluations sont pensées en amont de celles-ci pour vraiment répondre au mieux aux enjeux. Peut-être avec l'accord de Pauline, juste pour compléter sur cette question qui est intéressante, le terme RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, effectivement, il y a le mot entreprise dedans. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Et il y a le terme original, effectivement, c'était responsabilité sociale des entreprises. De plus en plus, on voit RSO au lieu de RSE. Le E étant converti en O pour dire responsabilité sociétale des organisations et pas effectivement que des entreprises. Puisque effectivement, la démarche en soi peut être appliquée quelle que soit l'organisation, privée comme publique, une association, une fondation, une collectivité territoriale, une PME, une TPE, un grand groupe. Finalement, c'est quelle que soit l'organisation, elle a des parties prenantes. Quelle que soit l'organisation, elle a un impact sur son environnement, sur ses salariés, etc. L'idée, c'est que son développement se fasse non pas au détriment de ces différentes parties prenantes, mais bien dans leur intérêt collectif. Ça permet de faire des phénomènes de symbiose. Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle plus de RSO que de RSE, mais les deux termes sont équivalents. Merci. Ensuite, on nous demande si la formation de 2 jours est dédiée aux individus. Alors, effectivement, c'est des individus qui vont venir en formation. En fait, ce qu'on propose à chaque fois et ce qu'on propose à chaque fois aux organisations, c'est de se dire, c'est intéressant d'envoyer en formation la personne qui va porter le projet en interne dans votre organisation. Donc à minima une personne. Ce qu'on propose toujours, c'est de se dire, c'est intéressant d'envoyer 2 personnes parce que le jour où la personne qui porte le projet est malade, change d'entreprise, etc., ça nous est déjà arrivé de voir des démarches qui se meurent un peu puisque la personne qui portait le projet n'est plus là en interne. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tous les cas, le projet, il doit être transversal. Il doit concerner l'ensemble des directions et vous allez avoir à mener des groupes de travail en interne dans votre organisation, notamment sur la partie auto-évaluation avant le passage de l'évaluateur, mais également pendant l'évaluation, vous allez avoir des salariés qui vont être interrogés pour avoir un panel représentatif des salariés en interne, mais également des parties prenantes externes. Donc, c'est important de vraiment porter la démarche de dire que vous allez faire pour vos auto-évalués un groupe de travail, par exemple, sur les achats responsables. Pourquoi pas y intégrer une partie prenante importante, un gros fournisseur pour vous, ou voilà, pour pouvoir vous poser les questions de vos indicateurs, des démarches qui sont mises en place, etc. Mais évidemment, ça ne va pas être le même groupe que celui sur la qualité de vie au travail, où ça va être là plutôt des personnes qui sont sur la partie RH qui vont être engagées. Donc, c'est possible aussi, si jamais vous le souhaitez, de faire une formation en intra-entreprise, donc chez vous, avec un groupe de 10 à 12 personnes qui vont être des personnes impliquées dans la démarche par la suite et qui vont du coup pouvoir bien comprendre quelles sont les questions qui leur sont posées et les différentes actions à mettre en place par la suite, le pourquoi, du comment, les enjeux, etc. Donc, c'est à minima une personne et puis vous pouvez aller jusqu'à inclure un groupe qui va apporter la démarche en interne pendant tout le cycle de labellisation. Et juste, je me permets de compléter, et la phase d'auto-évaluation dans les organisations qu'on a pu justement, pour lesquelles nous avons fait l'évaluation, en fait, c'est une phase qui est très intéressante, en tout cas pour l'organisation, qui se met déjà en fait dans cette démarche de questionnement en fait de ces actions, des objectifs poursuivis et comment elles sont mises en œuvre. Et pour nous, c'est aussi également très important de disposer de cette auto-évaluation qui soit également robuste et partagée au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Christine. Merci. Donc du coup, toujours la même personne nous demande si elle peut bénéficier de cette formation pour son apprentissage personnel et si cette formation est qualifiante. Alors,
Ce n'est pas une formation qui est certifiante, si c'est là la question. Par contre, effectivement, vous allez ressortir avec un apprentissage concret de qu'est-ce que l'ISO 26000, qui est quand même, comme on le disait, la norme de référence internationale sur la RSO, et la responsabilité sociétale des organisations. Et donc, évidemment, vous pouvez venir la suivre seul, notamment les consultants, les personnes qui veulent devenir consultantes sur la démarche de labellisation, doivent suivre cette formation. Et au cas où, si jamais vous n'avez pas de structure, que vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi peut vous aider aussi à financer cette formation qui est reconnue comme apportant des compétences et connaissances. Merci Pauline. Ensuite, Héloïse, qui n'est pas moi, demande plus de précisions sur le label INR. Ok. Voilà. Alors, le label du numérique responsable, c'est un label qui se déroule exactement de la même façon que le label Lucie 26000, mais sur un référentiel qui en fait a été créé par l'Institut du numérique responsable en partenariat avec l'ADEME, WWF et le ministère de la Transition écologique. Donc, un certain nombre de compétences et connaissances en amont, encore une fois, pour en fait rédiger un référentiel qui, cette fois-ci, s'articule sur 5 thématiques et 14 principes d'action. Les 5 thématiques, on va en avoir 3 qui vont être très opérationnelles sur l'utilisation des postes, l'utilisation des imprimantes, l'utilisation de la téléphonie, les data centers, les logiciels, l'éco-conception, etc. Donc, vraiment des thèmes pratico-pratiques sur l'utilisation du numérique. Et puis, deux thématiques qui vont être plutôt sur la formation en interne et en externe des parties prenantes, la communication à l'ensemble des parties prenantes aussi sur cette démarche, aussi bien sur la partie utilisation, l'accessibilité aussi, et puis toute une partie intégration de la thématique numérique responsable dans la stratégie plus long terme de l'organisation, notamment en passant par cette labellisation. Donc, on a une formation. Cette fois-ci, la formation, elle dure 3 jours au lieu de 2, puisque c'est 2 jours donc, qui sont délivrés par un expert du numérique, de l'Institut du numérique responsable, du coup, à l'initiative du référentiel, qui va vraiment vous expliquer concrètement les bonnes pratiques et les différentes thématiques qui vont être abordées dans le référentiel numérique responsable. Et puis, une journée qui est délivrée par un membre de l'équipe Lucie pour vous expliquer plutôt comment vous allez faire tout le travail en amont sur l'identification des parties prenantes, l'utilisation des outils, et puis avoir un cas concret pour vous permettre de bien comprendre quels vont être les enjeux prioritaires pour cette structure d'exemple et comment vous allez pouvoir analyser aussi vos enjeux prioritaires dans votre organisation. Donc, cette formation, et puis après, le même déroulé que Lucie, vous avez 4 à 6 mois, voire 8 pour les grosses structures, sur une partie auto-évaluation sur la même plateforme, Lucie Online, c'est juste le référentiel qui change. Donc, on va vous questionner sur vos parties prenantes, l'importance pour vous de chacun des principes d'action et puis votre niveau d'assurance, donc votre niveau de maturité sur cette thématique-là. Et à la suite, vous allez avoir un passage d'un évaluateur qui, cette fois-ci, peut être soit Bureau Veritas, soit SGS. RSEVAL n'intervient pas pour le moment, en tout cas, sur cette labellisation. Passage en comité, prise d'engagement, passage en comité de labellisation et labellisation pendant 3 ans. Et vous rentrez également dans la communauté Lucie avec tous les avantages que ça a. Et vous avez un site dédié que je pourrais aussi vous mettre, je prends note de ce que je dois vous mettre dans le mail, un site dédié sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce label-là. Merci Pauline. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Si personne d'autre n'a de questions, n'hésitez pas. Et une dernière question qui vient d'arriver. Oui. Quels sont les critères d'évaluation ? Je pense que c'est toujours sur le label INR. C'est la même personne ou non ? Non, c'est une autre personne. La question de Marc. Alors, les critères d'évaluation, ça va vraiment s'articuler comme le label du numérique, pas comme le label Lucie 26000. C'est sur le label Lucie 26000 ? Ouais, pardon. Les critères d'évaluation, c'est peut-être plutôt une question pour vous, du coup, côté RSEVAL. Oui, je peux prendre la parole. Après, tout dépend de ce qu'on entend par critères d'évaluation. Enfin, ce qu'on appelle critères d'habitude, c'est plutôt les 25 principes d'action qui ont été présentés au début par Pauline. Donc, ça couvre l'ensemble des domaines de la norme ISO 26000.
Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part que voilà, là, l'intitulé renseigne un peu sur la thématique. En dessous de chaque intitulé, il y a un, deux, trois, plusieurs types d'investissements responsables. C'est ça, ça va être le sous-critère en quelque sorte, éléments qui peuvent être voilà, regardés pour évaluer donc, sur l'ensemble des sujets donc, de conditions de travail. Si la personne qui a posé la question voilà, peut préciser son questionnement par rapport aux critères, je ne sais pas trop s'il y a d'autres éléments à présenter à ce stade. Donc ça, c'est les critères qui vont être regardés pendant l'évaluation. C'est pas forcément c'est pas les critères qui vont être regardés pendant le comité de labellisation. Le comité de labellisation, et pour obtenir le label du coup, ça va vraiment se dire, ça va vraiment être un parallèle entre le rapport d'évaluation qui va vous être rendu, l'évaluateur qui sera venu sur site, et vos engagements, vos indicateurs qui ont été mis en place, avec une pertinence des différents engagements que vous aurez pris sur un échéancier qui correspond à l'importance de ce principe d'action pour votre secteur d'activité et puis à votre niveau de maturité. En fait, concrètement, à la fin de l'évaluation, vous allez avoir les principes d'action qui ressortent en feu tricolore, à savoir ceux qui sont essentiels, mais sur lesquels il reste une marge de manœuvre assez importante, vont ressortir en rouge. Vous allez devoir prendre des engagements sur le plutôt court terme, plutôt sur les 6 premiers mois. En orange, des indicateurs, des principes d'action qui vont ressortir sur soit un niveau d'importance moins fort, soit un niveau de maturité plus fort, et sur lesquels vous allez devoir prendre des engagements sur les 18 premiers mois, et puis ensuite sur le vert, soit dans la deuxième partie du cycle, soit dans un deuxième cycle, des plus petits engagements. Merci Pauline. Marc précisait sa question en parlant d'échelle d'évaluation. Peut-être pour apporter quelques éléments de réponse. Donc, c'est comme expliqué au début, ce n'est pas un système quantitatif. Il n'y a pas de note sur 100 qui est donnée par critère ou au niveau global. Ce qui est donné, c'est un niveau d'opinion relatif à la maîtrise de chacun des aspects. Donc, typiquement sur l'aspect santé-sécurité au travail, pour prendre un des 25 principes d'action qui est évalué dans le référentiel. Sur ce principe d'action-là, la santé-sécurité au travail, ce qui va être fait, c'est l'évaluation de l'ensemble des documents, moyens et résultats de l'organisation pour couvrir ce risque. Cette évaluation-là, elle se base donc à chaque fois sur un détail donc le critère, c'est santé et sécurité au travail. Au sein de celui-là, il y a plusieurs sous-critères qu'on regarde. Et à chaque sous-critère, on va attribuer un niveau d'opinion. Et c'est le niveau d'opinion consolidé qui donne le système de feu tricolore dont parlait Pauline à l'instant. L'idée, c'était de ne pas consolider tous les... Parce que l'idée initiale, c'est que c'est un peu bizarre de cumuler votre résultat en santé-sécurité avec votre résultat en environnement, comme si les deux étaient équivalents et pouvaient, entre guillemets, compenser la mauvaise note de l'un s'il y en a qui a une bonne note. Donc, il n'y a pas de note consolidée à la fin, il n'y a pas de note sur 100, par exemple, contrairement à d'autres labels. Par contre, il y a une mosaïque de notes qui permet de savoir pour chacun des sujets de la RSE quel est le niveau de maîtrise des risques et donc de maîtrise aussi des opportunités de cet enjeu-là. Donc, santé-sécurité, il y aura un système de feu tricolore qui correspondra à cet aspect-là. Et sur chacun des 20 et quelques principes d'action qui sont évalués, il y aura aussi une note avec ce genre de notation. Ça permet aussi de ne pas trop focaliser sur la note, sur une note quantitative, parce que de toute façon, l'intérêt, ce n'est pas d'avoir une note, c'est de savoir si le risque, ou l'enjeu du moins, il est optimisé ou pas par l'organisation. Et pour être très honnête, une note quantifiée, elle a plusieurs défauts. Alors, ça a certes des avantages, on peut faire des consolidations, et c'est très bien, c'est un vrai avantage. Néanmoins, il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés au fait que quand nous, on fait une évaluation, c'est une évaluation du passé. Donc, ce qui est évalué, en général, c'est ce qui était en vigueur dans l'organisation au cours de la dernière année ou des 2-3 dernières années. Cette chose-là, au bout d'un an, elle n'a plus de sens. Donc, donner une note, c'est toujours un peu problématique parce que ça fige un peu les pratiques, alors que les pratiques elles sont en constante évolution, souvent en amélioration continue. C'est d'ailleurs la volonté de la plupart des démarches RSE, c'est de s'améliorer en permanence. On n'est jamais parfait, malheureusement, face au risque de la RSE. On a toujours des choses à améliorer, que ce soit en termes de moyens mis en place, d'efficacité de ces moyens-là, de résultats, de comment on répond vraiment aux attentes des parties prenantes. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question sur ce sujet-là. Juste pour conclure, en fait, donc il n'y a pas de notes, voilà, en tant que telle, il y a juste des mesures
qui s'exprime avec des niveaux de couleurs. Donc, comme tu l'as dit, Pauline, vert, orange et noir. Voilà, sur le niveau de maîtrise. Super, merci beaucoup. Une autre question, quelle est la différence entre un label et une certification? Alors, la différence entre un label et une certification, elle est très fine. Sur un label, et notamment le label Lucie, alors ça va être quelque chose de privé. Déjà, c'est une organisation privée qui porte un label. Et ça va être comment répondre à cette question? Sur le label Lucie, c'est un label de progrès. Sur une certification, vous allez surtout obtenir une note, ou en tout cas avoir des documents qui vont être conformes ou non avec toutes les prérogatives de la norme qui doit être certifiée, et du coup être certifié ou non. Je ne sais pas si, côté RSEL, vous pouvez peut-être compléter sur cette partie. Oui, Julien. Oui, peut-être en complément, effectivement, alors, il y a beaucoup de normes qui existent, hein, comme vous savez. Donc, il y a l'ISO 14001 pour la performance environnementale, notamment. Il y en a plein d'autres qui existent. L'ISO 26000 a une particularité, c'est qu'elle est non certifiable. Les gens qui ont créé cette norme-là, ils ont décidé que c'était précisément, pour un peu rebondir sur ce que je disais juste avant, c'est une démarche d'amélioration continue qui n'a pas de fin. On n'est jamais parfait, on peut jamais être... on peut être plus ou moins en avance, plus ou moins faible sur certains aspects, mais on ne peut jamais être évalué de manière aussi pratique et aussi quantifiée que sur des choses plus mesurables. Du coup, les concepteurs de la norme ISO 26000, ils ont décidé que ce ne serait pas une norme certifiable. Néanmoins, il y a plusieurs labels qui permettent alors des labels ou des démarches, il y a différents types d'outils effectivement qui arrivent, il y a des attestations qui existent aussi. Il y a différents documents et différents process qui permettent d'évaluer quel est le niveau de maturité d'une démarche RSE. Mais pour autant, effectivement, il n'y a pas de certification en tant que telle, et c'est enfin, c'était conçu comme ça. Donc, c'était depuis le début comme ça. Et ce qui explique aussi que des labels proposent de vous évaluer, parce qu'il y a un vrai enjeu, hein, de savoir où est-ce qu'on en est en termes de démarche RSE, est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, etc. Donc voilà, pas de certification, mais néanmoins des évaluations encadrées par des labels, notamment. Merci Julien. Bon, je pense que c'était la dernière question. Je ne vois rien d'autre tomber. Ok. Bah, écoute, si c'était la dernière question, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup à tous pour votre participation de ce matin. Encore une fois, hein, je vais vous envoyer un mail compte rendu dans lequel vous aurez le replay, la présentation et puis les différents liens qu'on a évoqués ce matin pour répondre à vos questions, donc sur le site du label du numérique responsable, de l'Institut du numérique responsable, sur la formation Low-Tech, je n'oublie pas. Donc, je vous mettrai tout ça dans un mail. N'hésitez pas à nous recontacter, hein. Vous avez dans la présentation les coordonnées aussi bien des 3 personnes qui étaient là ce matin pour témoigner sur la partie RSEval que des 3 responsables développement sur la partie Lucie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et puis, à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup à Éloi, Julien et Christine pour leur participation ce matin. Très enrichissante. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Merci à tous. Avec plaisir. Merci, au revoir.